y aller. Ok, super. Alors, bonjour à tous. Merci de vous être rendus disponibles aujourd'hui afin d'assister à ce workshop. Moi, je me présente rapidement, c'est Khaled Sani. Je serai le host de cette séance. Donc, qui est-ce que nous allons écouter aujourd'hui? C'est le père Taïrou Sissé. On le connaît sûrement si vous êtes de la communauté JS Bénin. C'est un membre assez présent, si on peut dire. Alors, aujourd'hui, Taïro Sissé va nous parler de comment optimiser vos interfaces en suivant les interactions de vos utilisateurs sur vos applications, en ligne, bien sûr. Alors, mais bien avant, je vais le laisser se présenter. Il va rapidement faire un petit topo. Taïro, tu as la parole. Ok, merci beaucoup, San. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Moi, c'est Amidou Sissé, développeur front-end. Je travaille à Accessara. Je suis membre de la communauté JS Bénin. Et je remercie aux organisateurs de m'avoir accordé cette chance de partager cette petite notion sur tout ce qui est interaction des utilisateurs sur vos applications en ligne. C'est tout pour moi. Ok, super, merci beaucoup. C'était une petite présentation, hein. Je tiens à dire que si c'est intervient dans beaucoup d'autres choses, il a une communauté assez intéressante sur LinkedIn aussi. Il tient à ces événements. Donc, si vous pouvez le suivre aussi, ce serait intéressant. Voilà. Si c'est, je ne vais pas plus prendre la parole. Tu vas commencer, tu vas nous partager les connaissances, hein. Alors, tu as le workshop. Ok, je partage mon écran. Ok, vous avez mon écran, j'espère. Oui, oui. Ok, donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez intéressant qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre. Donc le sujet c'est quoi? C'est comment optimiser vos applications web ou bien vos applications mobiles aussi, en suivant en fait le comportement de vos utilisateurs sur ces différentes applications. C'est vraiment le sujet sur lequel nous allons essayer de discuter. Et je pense qu'on va aller rapidement. C'est des notions que tout le monde connaît en fait, et pour nous permettre en fait d'aller vraiment sur le volet pratique vers la fin. Donc, nous allons voir en fait le contexte, pourquoi c'est important de suivre les interactions en fait de ces utilisateurs sur ces applications web ou bien si ces sites web. On va voir pour l'objectif en fait général de la présentation. On va comprendre les interactions des utilisateurs. C'est quoi on appelle l'interaction d'un utilisateur. On doit comprendre aussi pourquoi on doit analyser les interactions de nos utilisateurs. Et la partie intéressante, c'est quoi les outils qu'il faut utiliser. Et on va faire une comparaison de ces outils et faire un cas pratique. Donc, l'objectif de la présentation, c'est d'explorer l'analyse des interactions, comment ça se passe. Si je veux commencer aujourd'hui, je dois commencer par quoi et tout. Présenter les outils et illustrer avec des cas pratiques. Donc, chez nous, on a eu à l'utiliser beaucoup sur beaucoup de nos produits. Et à chaque fois, ça nous permet en fait de savoir, OK, pour telle action, pour tel besoin sur telle application. Voici le temps que l'utilisateur passe pour faire cette action. Est-ce qu'on peut réduire ce temps-là en faisant quoi? Donc, c'est vraiment l'idéal pour tout ce qui est optimisation des interfaces pour que les utilisateurs ne perdent plus de temps en fait. Donc, on va aller. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on est à l'ère du numérique. Il y a les solutions numériques qui naissent tous les jours. Il y a beaucoup de personnes qui innovent, qui développent des solutions pour répondre à un besoin. Donc,
si nous avons tous ces panoplies, en fait, qu'est-ce qui fait qu'un utilisateur va préférer venir sur ma solution et pas sur la solution d'un individu B? À part ça, pourquoi un utilisateur va passer plus de temps chez moi et ne plus jamais revenir? Pourquoi un utilisateur, après son inscription, il n'utilise plus ma solution? Et beaucoup de pourquoi. Donc, en fait, c'est vraiment ce qui nous amène à ce sujet. Les interactions, c'est vraiment un sujet qui, dans les boîtes, dans les grosses boîtes, en fait, c'est une branche des designers UI qui font ça. Donc, en fait, ils ont des outils. Tout ce qu'il a à faire, c'est de voir, de visualiser les vidéos, les enregistrements des utilisateurs, comment ils font quand ils viennent sur le site, comme leur action de cliquer sur les boutons, taper les tests, faire entrer les inputs, s'inscrire, tout ça, c'est vraiment leur travail. Ils sont H24 en train de regarder les vidéos et faire des rapports à l'équipe d'ingénieurs pour dire, OK, telle chose, nous allons le remplacer, nous allons faire comme ça en fait. Donc, c'est vraiment le contexte qui est là aujourd'hui et sûrement, on utilise des solutions où derrière, ils ont eu à utiliser cette notion-là, mais on ne se rend pas compte en fait. Peut-être on va sur un site pour faire juste une inscription, ça nous prend 2 minutes. Après, on voit que, désormais, pour s'inscrire sur le site, ça fait 1 minute. On ne se pose pas de questions pour savoir même pourquoi on a quitté 2 minutes à 1 minute. Donc, les interactions des utilisateurs, c'est vraiment pas un truc nouveau pour tout le monde. C'est vraiment les clics, comment la personne clique, les zones où ils font plus d'interactions, les zones chaleur, comment ils scrollent sur ton site, combien de temps ils passent par page ou bien par section, les parcours de navigation, différentes pages. Est-ce que quand il vient en même temps sur la homepage, là, il ne scrolle pas, en même temps il clique sur un bouton, ainsi de suite. C'est vraiment ça qu'on appelle interaction. Donc, on peut par exemple, chez les grosses boîtes qui ont ça, on peut savoir tout de suite. Chez nous, par exemple, on peut savoir combien de temps la personne a pris dès son inscription, par exemple sur Zeo ou bien sur Monero, jusqu'à il a fini son inscription, recevoir le mail, valider son mail, faire son KYC, valider son KYC. Toute chaque étape, en fait, on peut vraiment quantifier le temps que la personne a passé. Donc, si c'est trop, on doit travailler pour que ça soit vraiment un parcours intéressant à l'utilisateur où il sait que, quand je viens ici pour m'inscrire, je passe 1 minute. Quand je viens ici pour payer une carte, je passe 5 minutes. Donc, c'est généralement ça que beaucoup d'entreprises utilisent pour faire, pour ressortir la phase marketing où créez votre carte en 5 minutes, inscrivez-vous en 1 minute, testez en 2 minutes, des bails comme ça, parce que peut-être ils ont déjà eu la donnée, ils savent que l'utilisateur, la majorité de leurs utilisateurs peuvent rester dans cette tranche de timing en fait pour faire l'action qu'ils sont venus faire sur le site. Donc, en termes de c'est quoi les itérations, c'est vraiment ça basique, les clics, les scrolling, le temps passé, les parcours par navigation. Pourquoi on doit analyser les interactions selon vous? Si on peut être interactif, s'il y a quelqu'un qui a une réponse au-delà de ce qui est là, la personne peut lever la main et me répondre. Mais en fait, tu as mis la réponse là, en Oui, grand. Donc, ok, donc je je vais comprends. continuer. Donc, en fait, pourquoi on doit analyser, c'est vraiment pour identifier les points de friction. Chaque solution, en fait, n'est pas totalement parfaite. Donc, il faudrait vraiment des améliorations continues, ainsi de suite, jusqu'à ce que la solution se stabilise, mais une solution parfaite n'existe pas. Donc, il y a forcément des points de friction où quand les utilisateurs viennent, ils ont une difficulté précise à un certain point. Donc, par exemple, les difficultés. Exemple, clic inutile, abandon de formulaire. Pourquoi, en fait, quand il est en train de remplir le champ, il a abandonné le formulaire? On ne sait pas. Mais si on a cette donnée, en fait, on peut, par exemple, remonter à l'ID de l'utilisateur qui est, dans ce cas, le contacter pour savoir, nous avons remarqué que vous êtes venu sur le site, vous avez essayé de remplir le formulaire, mais vous n'êtes pas allé à bout. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre difficulté et tout? Donc, et
Ah, peut-être il a une difficulté. Ah, bon, j'arrive pas à mettre mon numéro, ça ne passe pas et tout. Ah, ok, c'est quoi le problème? Et le service client essaie de l'aider dans la résolution de son problème. C'est aussi pour améliorer l'expérience utilisateur. On utilise beaucoup de solutions qui, de temps en temps, on voit beaucoup de changements. Peut-être ils peuvent changer vraiment totalement le landing page ou bien l'app même, vraiment, ça change catégoriquement. Ou bien on voit certaines dispositions qui ont totalement changé et tout. Donc, c'est vraiment une étude qui est faite derrière pour savoir que, actuellement, l'information la plus utile sur notre site, par exemple, on met ça en session 3 sur la page d'accueil. Alors que 80% de nos utilisateurs, quand ils viennent, ils n'arrivent pas jusqu'à la section 3. Ça fait que beaucoup de messages sur cette section viennent au niveau du service client. Donc, comment on fait pour résoudre ça? OK. Le design va dire simplement qu'on va déplacer la section 3 à la première place pour que quand on vient directement, l'idée que ce que la personne voit comme information là, ça soit vraiment ce dont il a besoin. Il faut aussi maximiser les performances des interfaces pour augmenter les conversions et renforcer la satisfaction client. Donc, c'est le point que je viens d'aborder. Donc, pour les gens qui sont dans le marketing, quand vous travaillez étroitement avec l'équipe marketing, généralement, ce qui se passe, c'est que eux, ils tiennent vraiment à cœur les boutons d'action sur vos solutions. Donc, les CTA surtout. Donc, ils ont beaucoup de façons de tester leur CTA. Est-ce qu'on met le bouton d'action? Ce qu'on veut sur notre site, c'est que, par exemple, les gens viennent et ils achètent la carte. Mais si on prend le bouton acheter une carte, on le met totalement en bas, combien d'utilisateurs iront jusqu'en bas pour voir ça? Mais si on le met vraiment sur le header, on est sûr à 100% que, ou bien à 90% que ceux qui vont venir au moins, ils vont voir le header de la page et le test qui est là. Si le test est explicite, ça va les amener à cliquer. Donc, ils vont placer les boutons d'action un peu partout et après, utiliser ces outils-là pour voir parmi tous les boutons qu'on a placés, en fait, quel bouton nous permet, en fait, de recueillir, en fait, beaucoup de clients, d'augmenter les conversions et tout, et d'avoir des clients satisfaits. Donc, à chaque fois, ils vont vous demander, ce bouton-là, on le déplace, on met ici, cette fois-ci. Bon, peut-être dans certaines boîtes, les devs ne peuvent pas savoir, bon, quand ils nous demandent ça, là, qu'est-ce qu'ils font derrière avec tout ça? Bon, mais si tu es curieux et que vraiment ils utilisent ces outils-là, tu, tu, tu vas vers eux, tu vas remarquer en fait qu'ils ont vraiment de la donnée sur vos utilisateurs, ce qui va les permettre en fait de vraiment chercher à tester pas mal de stratégies pour pouvoir avoir des taux d'augmentation en fait, puisque lui, c'est vraiment son travail qui est là. Ensuite, nous allons parler des outils d'analyse d'interaction. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai juste énuméré quelqu'un que moi j'utilise, qu'on utilise généralement chez nous. On va essayer de discuter par rapport à ça. Si après il y a des gens qui connaissent certains qui ne sont pas sur la liste, ils vont nous partager ça dans le chat. Donc, il y a Microsoft Clarity. Microsoft Clarity, bon, c'est fait par Microsoft, donc totalement gratuit. Donc, ça, c'est vraiment simple à utiliser. On peut aller pour visualiser un peu comment ça se présente. Clarity. Donc, ok, donc 100% free, c'est vraiment gratuit. Et voilà, ce que eux ils font, voilà, ils ont fait cette image, en fait, nous décrit globalement, en fait, ce que Microsoft Clarity nous permet de faire. Donc, dans un premier temps, en fait, les zones, on appelle ça les heat maps en anglais. Je pense que c'est ça qu'on appelle les zones de chaleur en français. Donc,
les zones où il y a vraiment beaucoup d'utilisateurs qui cliquent, en fait, on a besoin de ces données, en fait, pour savoir pourquoi ils cliquent là, en fait. Est-ce que le bouton là, on avait mis ça pour cliquer? Est-ce que nous, on veut vraiment que les utilisateurs cliquent là et tout? Donc, ils ont vraiment ces statistiques. Ça les permet vraiment de prendre des décisions et tout. À part ça, à gauche là, ranking by most click. Donc là, c'est souvent des records vidéo. Je peux me connecter. On va enchaîner avec ça. Un instant, je vérifie mon compte. Donc, eux, ils sont totalement gratuits. Tu as juste besoin d'un bout de code JavaScript que tu dois ajouter à ton application web. Et le tout est joué, quoi. Tu as un dashboard qu'ils te fournissent pour vraiment prendre en main leur outil. OK, Google. Je vais me connecter rapidement. On va voir à quoi ça ressemble. J'ai déjà une fois ajouté ça sur une application. Donc, on a quelques données qu'on peut voir sur comment ça se passe. OK. Donc, en fait, ça ressemble à ça, le dashboard. Donc, il y a le dashboard qui te donne un vue d'ensemble. Si tu peux savoir combien d'utilisateurs sont connectés actuellement sur ton site web, euh, les sessions des nouveaux utilisateurs. Il y a des sessions des utilisateurs qui étaient déjà venus, qui sont revenus, les, les pages qui ont eu plus de clics, beaucoup de détails en fait que tu peux utiliser, tout ça. Ça te permet aussi, par exemple, il y a des erreurs JavaScript que tu peux vraiment voir ici si tu actives ce mode-là. Je n'avais pas activé, je ne sais pas pourquoi. Mais après ça, il y a les recordings. Donc, en fait, les recordings, c'est vraiment. Attends, j'ai pas besoin de. Si ça fait ce filtrage-là, je n'aurai pas de données. J'ai eu. Attendez, je peux faire, voilà, pas moi. Parce qu'on avait ajouté ça sur, je crois, le site du challenge. Et on avait quelques données là. Voilà. Donc, en fait, c'est comme ça, les recordings sont spécifiés. Ça te donne, par exemple, pas mal d'informations. Le pays depuis lequel l'utilisateur et l'appareil utilisé, son système, en fait, beaucoup d'informations qui sont là. Donc, le nombre de clics qu'il a fait par page et tout. Donc, par exemple, ici, on peut visualiser. Donc, par exemple, la personne est venue, il est en train de scroller, il scrolle, il scrolle, il scrolle. Donc, lui, par exemple, il n'a fait aucune action sur le site. Il est juste venu sur la première page, il a scrollé et ensuite il est parti. Donc, une petite information pour les données. Par exemple, si vous avez un formulaire sur votre site, des bails comme ça, des bails d'inscription, quand il remarque en fait qu'il y a un input qui veut prendre de la donnée, c'est masqué. En tout cas, quand il y a des données quelque part, c'est vraiment masqué. Vous allez voir ici, par exemple, il y a des dates ici. Bon, ils ont masqué ça, peut-être ils se disent que c'est pas bon de savoir. Donc, ils ont masqué ces dates-là. Donc, lui, il a fait un clic. Ensuite, il n'est plus, il est resté comme ça sur le site. Et la session s'est terminée comme ça. Donc, il y a vraiment, vraiment d'informations. Là, en fait, ce que ça peut vous aussi permettre, c'est quoi? Je pense pour les devices, vous pouvez avoir même les versions ou bien des devices, je pense. Hein,
Oui, je pense qu'il y a quelque part où tu peux savoir à détail près quoi. Ok, si c'est un Android, il a utilisé c'est quelle version. Si c'est un iPhone, c'est quel appareil. Toutes ces informations. Là, par exemple, il y a des gens qui utilisent encore de vieux navigateurs, de vieux téléphones en fait. Et par exemple, tu peux avoir un utilisateur qui va te dire que ton application ou bien ton site web ne marche pas sur lui. Il va te dire que ça lui affiche une page blanche. Et généralement, c'est pour débugger ce genre d'histoire, si tu n'as pas des logs pour vraiment te donner avec précision, ok, l'appareil qu'il a utilisé, avec précision la version de l'appareil, avec précision la version du navigateur et quel type de navigateur pour vraiment voir que, ok, est-ce que ton application est supportée sur cet appareil et ce navigateur. Et dans la majorité du temps, tu vas voir que c'est un navigateur qui est très obsolète et qui n'a pas vraiment d'update par rapport à ça. Donc, les applications ne vont pas marcher sur ça. Les cas de UC Browser, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, il y a des gens qui viennent sur nos solutions avec des navigateurs UC Browser, avec des téléphones. Il y avait un téléphone HTC, voilà, un bail comme ça. Est-ce que ça existe encore? Donc, avec des vieux trucs en fait, donc rien ne marche chez eux ou bien quasiment beaucoup de choses ne marchent pas. Et sans la donnée, en fait, tu vas rester bouche bée, tu ne peux pas savoir comment aider cet utilisateur dans la résolution de ton problème. Donc, par exemple, tu peux avoir les heatmaps, bon, la page la plus visitée, les points où les gens ont beaucoup cliqué. Ouais. Donc, on remarque chez nous que beaucoup ont cliqué sur le logo Figma là. Est-ce qu'ils ont cliqué ça pour aller quelque part ou bien ils étaient sur une autre page, ils ont cliqué pour revenir sur le home? C'est des questions qu'on se pose et qu'on, en fait, pour avoir réponse à ça, si tu n'as pas la data pour analyser et tout, tu ne pourras pas savoir. Donc, ça, c'est ce qui est de Microsoft Clarity. Ok, bon, pour intégrer ça, comme je le disais, c'est pas compliqué. Vous allez là, vous vous inscrivez. C'est totalement gratuit, vous vous inscrivez. Donc, et vous venez sur le dashboard intégration. Donc, au niveau de l'intégration, il y a beaucoup d'éléments où ils intègrent ça, Shopify, WordPress, Wix et beaucoup d'outils Webflow. Donc, vous n'allez pas voir, OK, React et consorts. Donc, OK, juste demande tous les visites d'utilisateurs sont enregistrées. Bien sûr, si tu as 100 000 visites d'utilisateurs, tu auras 100 000 vidéos d'enregistrement. Tout est enregistré en fait. Tout, tout. Donc, tu vas juste dire que I don't see my platform et ça va te demander exemple de plateforme. Et tu dis non, tu veux installer Clarity manuellement. Donc, c'est là que ça t'amène sur ce script-là. C'est juste un script. Et c'est ça là qui change en fait. Donc, tu as juste en fait l'ID. Il y a l'ID du script là qui change. Tout le monde aura le même script, mais les ID vont être différents. Donc, tu copies juste ça. Vous êtes déjà trop d'épais ici. C'est pas ce que je vais dire ici. Tu copies juste ton script. Si tu as un Next, tu vas créer un composant, tu mets le script dedans, tu appelles ça dans ton layout. Si tu es dans React, même chose, tu as ton app ou bien ton main là, tu appelles le composant dedans, tout simplement. Donc, quand c'est fait en même temps, si tu déploies ton application, tu peux dire, avec les requêtes, tu peux savoir que ça marche. Même si tu ne déploies pas, si tu as déjà installé et que tu es en local aussi, tu peux déjà normalement voir les requêtes de ça passer et t'assurer que ça passe. Hein. Si je ne raconte pas. Voilà. C'est ça qui est collecte là. Donc, même si vous êtes en local, vous allez voir les requêtes, collecte, Clarity, JS, tout ça. Là, vous savez que ça marche. C'est vraiment tout pour Clarity. Il y a beaucoup de trucs dedans. Donc, on aura peut-être
autant pour encore peut-être vraiment pousser ça. Moi-même, j'utilise vraiment juste cette petite partie, mais il y a beaucoup d'autres choses en fait dedans. Donc, le suivant, c'est Matomo. Matomo, c'est une plateforme d'analyse web open source qui permet de mettre l'accent sur la confidentialité des données. On ne va pas faire de bavardage. Matomo, hein, on ira sur ça. Donc, eux aussi, ils sont open source. Donc, tu peux faire ton custom, ton installation custom en fait. Donc, eux, ils ont un dashboard. Ça, c'est vraiment ce que les gars de. Ceux qui font les. Comment on appelle ça? Il y a ceux du marketing qui utilisent ça beaucoup. Ceux qui font les campagnes publicitaires sur les applications et autres. Voilà, ils utilisent ça beaucoup. Est-ce que j'ai un compte sur Matomo? On va découvrir tous. Oui, j'ai un compte. Login. Par contre, ah, non, j'ai fini la version de thé. Eux, ils sont payants. Ils sont payants. Ça, c'est vraiment, vraiment big, big. Ils sont payants. Mais ce qu'ils font, c'est simple. Euh, Ils te permettent aussi de pouvoir avoir des données pour optimiser ton expérience utilisateur. Tu peux vraiment traquer sur les données, les détails en fait sur les devices qui visitent ton site. C'est vraiment sur Matomo, tu as les détails près en fait. Si je zoome bien, je sais pas clair, mais sur le dashboard comme ça là, c'est vraiment ce que tu auras. Les keywords que les gens tapent pour venir sur ton site. C'est vraiment assez poussé pour ceux qui font vraiment les campagnes. Ils veulent voir quel mot-clé marche pour son site. Beaucoup, beaucoup d'éléments en fait. Après eux, c'est Metabase. Metabase, c'est vraiment, vraiment un outil à utiliser. Parce que quand je me rends compte en fait de la puissance de l'outil, un truc simple, vous avez une solution et vous ne pouvez pas savoir, par exemple, vous fixez comment on appelle-t-on, des intervalles. Je prends par exemple notre cas. On a Zeo. Donc, sur Zeo, si on n'a pas Metabase, on ne peut pas savoir, par exemple, on a 20 utilisateurs. On a 20 utilisateurs. Et ces 20 utilisateurs-là, ils ont combien sur leur wallet, sur leur compte? Quel intervalle, en fait, ils se retrouvent dans quel intervalle pour leur wallet? Toutes ces données, en fait, c'est avec Metabase. Et vous ne codez rien dedans. Donc, si vous prenez ils ont une open source qui est, je vais dire, gratuite. Et ça, tu fais un custom installation, oui. Si tu fais un custom installation, ils ont donné des détails ici pour l'installation, avec Docker, tout ça. Vous pouvez setup ça vraiment facilement. Moi, j'ai jamais fait ça, mais on utilise ça quand même. C'est le responsable qui a setup tout ce qu'il faut pour Metabase. Donc, avec Metabase, vous pouvez vraiment, genre des requêtes que normalement tu peux écrire dans ton code et avoir un dashboard et avoir les ressources par rapport à ça. Tu peux avoir ça vraiment sur Metabase. Donc, on peut savoir combien d'utilisateurs on a. Parmi le nombre d'utilisateurs qu'on a là, combien de personnes ont déjà fait leur KYC? Parmi le nombre de personnes qui ont fait leur KYC là, combien de personnes ont acheté une carte? Parmi ceux qui ont acheté une carte, combien de personnes ont une fois dépensé avec leur carte? En fait, vraiment de la donnée, quoi, de la donnée que tu peux vraiment exploiter. Ça aussi, ça te permet vraiment de savoir si, comment on appelle-t-on? Est-ce que tu as simplement des utilisateurs ou bien tu as des consommateurs? Donc, les utilisateurs, c'est que la personne s'est inscrite sur ta plateforme.
Point, il est utilisateur. Mais est-ce qu'après son inscription, là, il est passé à l'action? Tu écris vraiment beaucoup d'informations que tu peux avoir vraiment sur Metabase. Donc, ils ont aussi ce truc de AWS Monitoring. Si tu es sur AWS, ça te permet vraiment de monitorer tout ce qui va se passer sur ton site, en fait. Donc, c'est vraiment, vraiment height. Je ne pourrais pas malheureusement partager et me connecter sur le compte de l'entreprise ici. Sinon, si vous essayez d'installer, je pense en local, vous vous amusez par rapport à ça, vous allez vraiment découvrir beaucoup de choses. Donc, ça peut vraiment vous donner des chiffres, quoi. Donc, si vous dites que, OK, notre solution coûte tant, donc si on sait le nombre d'utilisateurs qui ont payé, ça te met à jour ça, le nombre d'inscriptions, vraiment, vraiment de la donnée, quoi. Vraiment de la donnée. Je ne connais pas un outil, en fait, voilà, en fait, ceux qui utilisent ce paquet, donc Dashboard for Specific Product and Technology. Donc, ils ont Databricks, ils ont DeepNote, Google BigQuery, beaucoup, en fait, de, d'informations, en fait. Donc, ça, je vous laisse découvrir et vous allez me faire vraiment des retours par rapport à ça. L'installation, comme j'ai dit, peut-être moi-même, je vais m'amuser à setup un en local là et voir comment vraiment ça marche. Donc, normalement, j'avais prévu de parler des trois, mais avant-hier, j'étais dans une recherche et je suis tombé sur un autre post-hog, je crois. Bon, quelqu'un a fait une comparaison déjà sur ça, hein, avec Matomo. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Je pourrais lire et apporter des réponses. On va continuer. Donc, j'ai découvert PostHawk. Je n'ai pas encore testé, mais quand je parcours en fait ce qu'il y a déjà là, je me dis, ouais, ils ont vraiment de quoi peut-être m'amener à les tester un jour. Donc, eux aussi, c'est totalement gratuit. Totalement gratuit. Alors, Et, oui, salut. euh, oui, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis rapidement pour parler au chat. Actuellement, Tairo a présenté les outils analytiques comme Matomo, Microsoft Clarity, mais vous allez remarquer que ces outils-là sont propriétaires. C'est vrai, ils sont gratuits, mais c'est leur propre script que vous devez intégrer. Oui. Donc, je voulais ajouter un commentaire. Heureusement, tu as aussi parlé de PostRock. Ce qui est intéressant avec ces options-là, c'est qu'elles sont open source, n'est-ce pas? Donc, vous Oui. pourrez les déployer sur vos propres infrastructures plutôt que d'avoir des outils propriétaires que vous allez utiliser. Donc, c'est juste pour rappeler ça. Il y a PostRock, il y a Umami, il y a Grafana, Plausible, il y en a plein qui sont open source. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment, qui ne font pas confiance aux grandes boîtes, quoi. Donc, c'est tout. Voilà. OK. Merci pour cet apport-là. Donc, c'est vraiment free, quoi. Vous pouvez setup avec... vous avez l'infrastructure qu'il faut, là. Vous allez vraiment mettre ça directement pour vous-même. Vous savez que personne n'a accès à ce que vous avez comme données si vous ne le souhaitez pas. Donc, en fait, ce que j'ai vraiment aimé sur PostHawk, c'est que ils ont d'abord la partie Product Analytics. Donc, vous avez, par exemple, sur leur image illustrative ici, on dit, ils peuvent savoir le nombre de personnes qui se sont inscrites, le nombre de personnes qui ont mis les détails de leurs cartes, le nombre de personnes qui ont joué les vidéos, ainsi de suite. Et ils ont vraiment ces informations dans des intervalles de temps et tout. Hervé, je n'arrive pas à voir la présentation. Est-ce que les autres, vous voyez la présentation normalement? Oui. OK. Oui, nous voyons. Peut-être, Hervé, tu vas rafraîchir la page. Voilà. Sinon, c'est un problème de connexion. Bon. Il faut que je laisse les liens des trucs là directement ici pour ne pas oublier après. Clarity. Il faut laisser, je vais m'en occuper.
Tu Ok, peux continuer la présentation. merci. Donc, post-hoc, ils ont la partie product analytique. Donc, vraiment, sûrement, vous aurez à, je n'ai pas encore testé, mais avec ce que j'ai vu, vous aurez déjà setup tout ce qu'il faut. Et en fonction de si vous voulez savoir combien de personnes se sont inscrites, combien de personnes mettent les informations de leur carte, combien de personnes font ci, vous setup ça et vous avez vraiment la donnée par rapport à ça. Donc, ensuite, disons la partie web analytique qu'on avait vue sur Microsoft Clarity. Donc, les sessions par visite, le nombre de vues, les sessions duration, tout ce qu'il y a en fait là-bas, ils ont ça aussi. Et ils ont les parties sessions replay, ce qu'on a vu aussi sur Microsoft Clarity. Donc, chez eux aussi, tu peux voir comment tes utilisateurs ils s'amusent sur ton site. Est-ce que, voilà, tu peux vraiment voir tout ça. Donc, ils ont la partie feature flag. Donc, d'abord, les feature flags, c'est, comment je vais dire, des solutions, en fait, souvent, on est arrivé à tester. On arrive souvent à vouloir tester des features, donc des fonctionnalités. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si je suppose que j'ai une solution de location de voiture, donc, basiquement, en fait, quand la personne vient, il peut inscrire, louer, faire la commande de location d'une voiture, point. Donc, peut-être après, on veut voir, est-ce que s'il vient, il aura besoin d'un chauffeur pour lui-même. Donc, on ne déploie pas cette solution à tous ceux qui ont déjà accès à l'application. On choisit un certain nombre de personnes et on leur donne la solution. C'est un peu souvent ça qu'on remarque sur WhatsApp. Quelqu'un va dire qu'il a telle fonctionnalité sur lui. Toi, tu remarques, tu fais la mise à jour, mais tu n'as pas encore. Donc, il déploie souvent les fonctionnalités à échelle. Voilà, les fonctionnalités à échelle. Donc, si on remarque bien sur leur image ici, on dit, eux, ils veulent, par exemple, pour leur feature flag, ils disent que les utilisateurs qui ont joint l'application before 2023-12-07 et on donne la condition là. Donc, directement sur la solution, vu qu'il a déjà les données des utilisateurs, les jours d'inscription, tous ces détails, il pourra vraiment attribuer cette fonctionnalité à ceux-là. Et théoriquement, c'est comme ça marche. Maintenant, il va falloir tester la pratique pour voir de plus près, en fait, comment ça se passe. Ils ont partie expérimente, expérimente, on dit run experiment with statistical significance, goal and scoring metric. Ça, je connais pas. OK. OK, donc, je crois qu'il peut vous permettre d'avoir un pop-up comme ça pour recevoir les feedbacks en fait de vos utilisateurs sur votre solution depuis le dashboard. Tu peux recueillir les, les retours en fait de tes utilisateurs. Data pipeline, build your customer data platform, import data from your warehouse and send to 25 destinations. Donc, ça, data, dans l'IA aussi, bon, il y a l'IA partout maintenant. Donc, il y a post-hoc, je pense que d'ici peu, moi, je vais tester ça pour voir vraiment comment ça marche et tout. Donc, eux, ce qui est intéressant dedans, c'est que eux, ils ont vraiment ce qu'il faut. Donc, ils ont Angular, Bubble, Framer, Nest, Svelte, Webflow, tout ça, tout ça. Il y a Vue.js, il y a Shopify, il y a Remix, il y a Nux, il y a Ravel, il y a Framer, il y a Flask, il y a Django, il y a Astro. Vraiment beaucoup. Et ce qui est intéressant aussi, bon, ils ont des SDK pour ceux qui font du mobile. Donc, sinon, sur les autres, je ne sais pas comment ça se passe en mobile, bien sûr. Donc, ça veut dire que lui, il a vraiment une valeur de plus que les autres. Donc, tu peux avoir une application Android, iOS, que ça soit en React Native ou en Flutter. Tu peux installer, faire tes configurations et avoir vraiment ce dont tu as besoin. Donc, et avec ce que je vois, je pense qu'ils ont une documentation assez intéressante.
ou facilement on peut lier sans sortir, ouais, ok, les clés publiques, voilà, tu sais top en fait. Si tu es sur app router ou page router, donc c'est ça, hein, voilà. Tu fais juste ce composant là, tu passes tes clés dedans, page view, voilà. Tu vas juste appeler ça ici et tester. Donc, je pense que c'est assez explicite, hein. En tout cas, moi, je vais tester ceci et sûrement je pourrai faire un retour dans le groupe après. Donc, c'est un peu ce qu'il y a pour les outils. Maintenant, j'avais essayé de faire ce tableau comparatif en fait. Ces trois outils. Je n'ai pas eu le temps d'ajouter PostHop dedans. Donc, Clarity, c'est vraiment pour avoir les zones de chaleur sur ton site, les heatmaps, les enregistrements et les scroll maps. C'est gratuit et facile à intégrer. Il n'y a pas de... Tu prends juste ton script, tu copies et c'est fini. Euh, analyse comportementale de base, voilà, juste ça quoi. Matomo, suivi analytique, respect de la vie privée, open source, tout ça. Suivi avancé, sécurisé. Metabase, vraiment, c'est pour la donnée, vraiment quoi. Tableau de bord, exploration de données. Parce que ce que moi j'ai remarqué de mon Metabase, c'est que ce qui nous offre en fait, normalement, dans certaines boîtes, il y a des boîtes qui dev ça. Il y a des boîtes qui dev ça. Vous avez un tableau de bord avec des requêtes pour voir le nombre d'utilisateurs, tout ça. Mais il faut utiliser les outils. Donc, si vous avez cet outil, ça veut dire que vous passez à ça quoi, rapidement. Et c'est juste avec des conditions. Quoi. Si tant, alors, vous n'avez, celui qui se tape ça, par exemple, chez nous, c'est juste le gars du service client. Il ne sait pas coder. Donc, il sait les données dont il a besoin. Et il tape ce qu'il faut en fait pour ça. Et ça lui permet d'avoir les données par rapport à ça. Bon, le cas pratique dont je parlais, dans les présentations des projets, là, on est bien allé voir comment ça se passe. Mais plus concrètement, en fait, bon, ici c'est Monero. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a une solution Monero qui est, c'est pas un agrégateur de paiement, c'est une plateforme d'orchestration de paiement qui est entre l'agrégateur de paiement et le client final. Le client final, c'est celui qui a la solution et qui vient intégrer les agrégateurs de paiement. Donc, en fait, on permet déjà à la personne sur son tableau de bord Monero de faire tout ce qui est configuration des agrégateurs de paiement, les clés webbook, tout ça sur Monero. Si c'est 5 qui fait les 5 sur Monero, et il aura juste à intégrer Monero à son application ou à son site web, tout simplement. Donc, sur Monero, on avait on a toujours deux, euh, deux modèles de checkout actuellement. Donc, ce qui se passe, on a voulu tester pour voir, exactement comme je vous le disais, on a voulu tester pour voir lequel est plus efficient pour les utilisateurs. Donc, on a remarqué que beaucoup préfèrent en fait ceci. Si bien que certains ont remarqué que avant ce qu'on a fait, ou bien ce qui est fait même jusqu'à actuellement, c'est que quand tu viens pour payer, tu peux tomber sur ceci. Si tu viens pour payer demain ou bien juste quelques minutes après, tu vas tomber sur le second modèle. Donc, quand certains ont compris ça, bah, la personne vient, si voit le modèle qui n'aime pas là, il peut faire patienter, actualiser la page ou bien quitter, revenir et tomber sur ceci. Donc, sur ceci, en fait, au début, qu'est-ce qui se passe? Quand tu veux payer, si juste à intégrer Monero sur son site, tu veux payer chez lui, tu vas tomber sur cette partie d'abord. Tu tombes sur ça, et on te demande ton numéro de téléphone, tu mets. Donc, d'abord, au précédent, tu as déjà choisi la méthode de paiement, si c'est MTN ou bien Move, tu veux utiliser. On te demande ton numéro de paiement et tu fais payer. Tu confirmes sur ton téléphone et ça passe. Maintenant, et on a regardé en fait comment l'appelle-t-on, les données sur Metabase parce que là, en fait, tu ne peux pas avoir
le numéro que la personne met si tu utilises Google Clarity. Tu peux pas. Sur Google Clarity, les données que les utilisateurs insèrent quand ils font des actions sur ton site web sont flottées. Tu ne pourras pas voir. Donc, sur Metabase, on veut savoir combien d'utilisateurs, quand ils veulent payer sur Zero, par exemple, utilisent le même numéro à chaque fois quand ils veulent payer. Combien d'utilisateurs? Et on a eu un pourcentage assez intéressant. On a dit, mais dis donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce second façon de faire en fait pour les utilisateurs où on leur permet quand ils viennent. Bon, moi j'ai un numéro dont je mets toujours mon seul numéro pour payer. Il choisit juste le numéro et il fait payer. Donc en fait, on remarque que avant, je vais passer le temps, la personne va taper dans l'input, commencer à taper le numéro, peut-être faire l'erreur, effacer, ajouter, ensuite cliquer. Donc, il y a déjà un temps qu'il passait dans l'input. Maintenant, il ne fait plus ça. Quand il vient, il sélectionne. Il fait 2 clics et il paye. Donc, c'est vraiment la donnée qui nous a permis de... C'est vraiment la donnée qui nous a permis de venir à ce point de se dire, ah, OK, est-ce qu'on ne pourrait pas... La personne passe plus de 30 secondes ou bien plus d'une minute pour payer juste. Est-ce que si vous perdez ce temps-là, vous ne pouvez pas gagner plus après si vous réduisez le temps? Donc, on a réfléchi, on a vu les données qu'on a, bien sûr, pour voir en fait ce qu'on pourrait faire et on a proposé ceci. Donc, après encore, l'objectif, c'est de faire le paiement en un clic. Pourquoi pas, quand il vient directement, si c'est le même numéro, mais on garde le numéro dans l'input. C'est vraiment des questions qu'on a actuellement et qu'on puisse permettre à la personne de payer en un seul clic. Et juste dit, j'ai fait ça une fois. Je me disais que c'est un bug. Ne voulais pas retaper le. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup remarqué. Donc, quand on a sorti ça, ça se remarque en fait. Si les utilisateurs passent 5 minutes sur ton checkout pour payer, imagine par heure le nombre de transactions que tu peux faire. Donc, imagine maintenant si tu diminues les 5 minutes là à 1 minute ou à moins. Donc, imagine en fait en une heure maintenant combien de personnes tu peux servir, quoi. C'est vraiment l'objectif qu'il y a sur tout ce qui est analyser les données des utilisateurs, analyser les comportements des utilisateurs, parce que ça ne sert à rien d'analyser et de ne pas pouvoir améliorer. Si tu n'améliores pas, bon, disons, tu ne fais rien en fait, parce que tu as la donnée, mais tu en fais quoi avec? Donc, il y a vraiment de la matière à tester ces outils. Ne serait-ce que si vous avez déjà un truc qui tourne et les gens viennent visiter, même s'il n'y a pas de paiement, les gens viennent visiter au moins. Vous setup Microsoft Clarity, vous voyez comment ils viennent, comment ça se passe. Ça peut par exemple des trucs de style design simple. Hein. Tu vois, la personne vient, ta page est bizarre, tu ne comprends pas. Tu sais savoir quel appareil il a utilisé. Ah, OK. Et toi-même, tu vas à ton niveau, tu vérifies, tu remarques que, ah, OK, si le truc n'est pas responsive sur le device là, OK. Tu sais, tu corriges ça en fait. Donc, c'est vraiment très important. Et beaucoup, on n'a pas cette aptitude en fait de mettre vraiment en valeur ou bien d'utiliser ou bien de nous créer nous-mêmes les data en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas aller vers quelqu'un pour trouver la data. Tu demandes à la personne, OK, tu as combien d'utilisateurs? Si tu te donnes un nombre, c'est vraiment le nombre de personnes qui sont inscrites. Mais utilisateur, vraiment, c'est celui qui s'est inscrit et utilise ta solution. Donc, ça, c'est vraiment un problème. Et je pense que comme vous êtes les devs, et c'est votre voix qui va porter auprès de ces gens qui ont des solutions et qui ne savent pas. Peut-être beaucoup ne connaissent pas ces outils aussi, il faut l'avouer. Donc, si le message passe bien et qu'ils ont l'information que, ah, OK, je peux savoir maintenant combien d'utilisateurs visitent mon site par jour, j'ai combien d'inscriptions par jour, par mois, comment je vais faire pour augmenter le nombre d'inscriptions, comment je vais faire pour augmenter telle chose. Beaucoup d'informations en fait que tu peux vraiment retirer en fait de l'analyse des données que tu fais de tes solutions. Et c'est vraiment quelque chose qui ne nous coûte pas grand-chose.
T-Setup, ça, Microsoft Clarity, c'est gratuit. Tu peux commencer vraiment par là. Tu vois les besoins plus poussés si tu dois aller vers Metabase, faire un custom installation ou bien quoi et quoi, tu continues ainsi de suite. Et tu pourras vraiment voir des choses que tu ne savais pas sur toi-même, ta propre solution. Donc, c'est vraiment ce que j'avais voulu partager avec vous aujourd'hui. Donc, s'il y a des questions, les questions seront les bienvenues. Merci pour l'écoute. Je suis ouvert. OK. OK. Merci beaucoup, Cissé, pour ta présentation. C'était super. On a beaucoup appris. Moi, je vais rapidement faire un petit point sur un thème que tu as utilisé durant la présentation, le QAC, Oui, qui veut dire, qui se lit KYC, qui veut oui, dire Know Your Customer, connaître son oui, tout client. à fait. Comme ce que tu as dit récemment, hein, ça veut dire que tu vas aider les teams de marketing à mieux connaître les clients, à faire des cibles et tout. Tu vois. Oui. Donc, merci d'avoir parlé de ça. Moi, j'ai quelques questions. Je ne sais pas. Peut-être ceux qui ont des questions ensuite vont les poser dans le chat. Moi, j'ai quelques questions pour qu'on puisse un peu faire un peu l'analyse de ces outils-là. Alors, si c'est, est-ce que tu peux me dire quelles sont déjà les implications côté sécurité déjà et ensuite côté vie privée de l'utilisateur? Parce que, OK, moi, je viens sur le site de Zemo, de Zeo, et je clique sur les choses et je ne sais même pas que quelqu'un est en train de cliquer, de traquer tout ce que je fais. Peut-être il va prendre ça, vendre ça à, à des autres boîtes qui vont me faire de la pub. Il y a Oui. des gens qui sont très matrixés par ce genre de choses. Donc, quelles sont les réglementations mises en place pour limiter les abus, en fait, ce genre de choses? Et bon, ça, c'était aspect sécurité et privacy. Le dernier, en fait, c'est côté latence. Quand tu as rapidement montré l'exemple avec Matomo, je pense, Oui. tu as montré dans l'onglet des requêtes Hum. qu'il y a des requêtes qui sont faites avec le JavaScript. Oui, oui, Est-ce que, Clarity. oui, maintenant, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que il y a des coûts de latence? À quel point, en fait, quelle est la fréquence? À quel point ces requêtes sont faites? Parce qu'il y a des sites qui ne sont pas très tolérants à ce qu'il y ait beaucoup de requêtes qui soient Oui. faites. Est-ce qu'il y a des workarounds ou bien c'est juste un trade-off? C'est-à-dire quelque chose qui vient, que tu dois accepter, quoi. Tu vois? OK. Donc, OK. C'est toutes tes questions? oui, c'est tout pour l'instant. OK. C'est tout. Donc, pour ta première question, sécurité, c'est très important d'en parler. Donc, sur le plan sécurité, en fait, dans la norme des choses, c'est que si tu as une solution et que tu utilises des outils pour suivre les utilisateurs, dans tes politiques d'utilisation en fait, de l'outil, tu dois les mentionner. Donc, bon, après, on sait que personne ne lit ces histoires. Donc, oui, peut-être, je sais pas, est-ce que tu dois faire une série de communications par rapport à ça? Ah, ok, je suis vos interactions, mais il y a la manière de le dire, tu vois. Et beaucoup l'écrivent, ceux qui utilisent beaucoup et qui sont des boîtes qui se respectent pour ne pas avoir aussi, eux aussi, de problèmes après auprès des autorités et tout. Ils écrivent ça dans leur politique de confidentialité. Donc, quand il faut la liste, ah, notre site est hébergé à temps, ah, ok, nous utilisons tel outil pour suivre, voilà, tant, 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 tant. Donc, ça passe quoi? Si c'est informé, c'est bon. Maintenant, euh, tu as parlé de est-ce que les gens ne vont pas collecter les informations des utilisateurs et aller les vendre pour faire du marketing, bien sûr. Non. Sur Microsoft Clarity, tu n'as pas le mail de l'utilisateur qui est venu. Ils attribuent un ID à la personne. Maintenant, c'est vraiment très poussé. Peut-être tu peux prendre l'ID là maintenant et vraiment chercher par je ne sais quel moyen et t'assurer ou bien savoir exactement à qui ça correspond à toi, ton ID. Donc,
toi, ta base de données. Ouais, c'est pas le même ID, en fait, vous aurez. Donc, ça, vraiment, je ne peux pas, comment l'appelle-t-on, l'assurer, mais normalement, en fait, déjà que tu n'as pas accès aux données, c'est pour ça qu'il floute, en fait, quand la personne vient renseigner son mail, par exemple. Même si c'est un petit input, quand on détecte, en fait, le clic sur un input qui s'ouvre là, directement, c'est flouté. Donc, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que la personne a mis, tu peux pas voir son mot de passe, tout ça, tout ça. Pour la sécurité, c'est vraiment ça. Donc, du coup, chez nous, on a écrit ça dans les politiques d'utilisation. Et donc, sur nos applications, on vérifie juste. Comme je te l'ai dit, c'est rien d'illégal. Ça nous permet juste d'utiliser la donnée, d'avoir la donnée pour mieux aider nos utilisateurs, tout simplement. Et beaucoup de boîtes, beaucoup d'outils qu'on utilise, en fait, le font. Donc, et tu peux t'amuser, tu vas sur certains sites-là, tu peux voir les requêtes. Peut-être qu'ils peuvent avoir une manière de cacher ça, je sais pas, mais normalement, si ils se reprochent rien, ils vont laisser ça, en fait. Tu vas voir les Clarity, les Matomo, les Metabase, en fait. C'est de la donnée, en fait, que l'entreprise lui-même, il garde pour lui-même, pour ses utilisateurs. Donc, dans la quête de les aider à améliorer la solution. Maintenant, pour la question de latence sur les requêtes, vu que Clarity lance des requêtes JavaScript. Bon, vraiment, c'est des requêtes minimes. Tu ne vas même pas vraiment remarquer que la requête a peut-être ajouté un temps de latence sur ton site web. Donc, pour expérimenter ça, tout simplement, c'est quoi? Et tu as un site qui marche, les gens sont sur ça et tout. Tu sais en moyenne le temps de latence en fait que ton site a sans Clarity. Donc, sans les requêtes de Clarity. Donc, aujourd'hui, si tu ajoutes, tu peux toujours évaluer ça pour savoir, OK, quand j'ai ajouté Clarity là, est-ce que le temps de latence là a augmenté? Est-ce que ça a chuté? Et là, en fait, tu pourras vraiment faire la comparaison. Mais les quelques outils sur lesquels moi j'ai intégré, on ne remarque pas vraiment en fait comment on appelle-t-on, qu'il y a une requête supplémentaire qui s'est ajoutée à ce qu'on a d'habitude, ainsi de suite. Mais vraiment, l'option continue en fait et tout se passe bien. Je ne sais pas si j'ai pu Ok. répondre à tes Ok, questions. merci. Bon, c'est bien ce à quoi je m'attendais. En fait, quand je disais pour la sécurité, je ne disais pas que c'était illégal, mais juste qu'on puisse savoir vraiment ce qu'il en retourne, quoi. Oui, Si tu avais des commentaires là-dessus et tout. Bon, par rapport à la latence, bon, c'est comme tu as dit, hein, ça va être très minime. Il y a beaucoup de oui. boîtes qui le font. Maintenant, une dernière question. Bon, je vois, il y a personne qui a posé de questions dans le chat, donc je pense qu'il n'y en a plus. Une dernière question, c'est euh, dans ma boîte, bien, bon, dans les produits sur lesquels nous travaillons, nous, nous avons des outils custom que nous codons nous-mêmes. Qu'est-ce que tu penses de l'implémentation custom des moyens d'analytique, des web analytiques ou des outils semblables? Est-ce que tu penses qu'on doit custom ou bien utiliser des outils dédiés? Quand tu parles d'outils custom, c'est des outils internes pour la boîte même ou bien des Non, outils custom par exemple, analytiques pour la boîte. je prends un exemple. Si on a un produit qui, euh, par exemple, prendre l'XJS, tu vois, dans les middleware, à chaque action, à chaque page sur laquelle l'utilisateur va, on peut Mm. essayer de faire une petite requête avec une base de données Redis afin de tenir en fait, les statistiques, d'où il vient, avoir l'accès à sa pas géolocalisation, mais cette donnée en fait de localisation, le pays dans lequel il est et d'autres informations de ce genre. Tu vois, Oui. c'est des trucs que comment les outils analytiques pourraient faire. Est-ce que en fait, je voulais juste savoir, qu'est-ce que tu penses des implémentations custom ou bien tu recommandes d'utiliser des outils à chaque fois? En fait, tout va dépendre de comment la boîte fonctionne, tu vois. Et dans comment la boîte fonctionne, c'est est-ce que vous avez le temps de dev en fait les outils custom pour ça. Maintenant, si vous avez le temps aussi, est-ce que ça vaut la peine quoi? Donc, la, la, la,
là où la question va juste se rejoindre, c'est que est-ce que de un, la boîte préfère utiliser un outil ou bien il préfère Dev pour lui? Si la boîte préfère Dev, bon, vous n'aurez pas le choix que de Dev. Mais on sait tous que Dev, un outil d'analytique, c'est vraiment un champ de bataille. Donc, vous allez vraiment avoir Oui, assez de temps à passer sur ça. Alors que peut-être ce même temps-là, vous aurez déjà un setup et à passer à autre chose en fait. Donc, tout va dépendre de comment la boîte fonctionne et tout. Donc, si la boîte est ouverte à utiliser les outils, OK, ça marche, mais comme certains ne veulent pas aussi exposer leurs données sur certains outils, ils vont préférer eux-mêmes, dev en fait pour eux-mêmes et que pour eux-mêmes. Donc, ok. c'est vraiment le temps que ça va te prendre. Est-ce que tu as ce temps? Est-ce que tu ne pourrais pas faire autre chose avec ce temps? C'est vraiment là que ça va se jouer. Nous, on ne peut pas s'amuser à dire on va dev ça. Il y a des produits à faire, il y a des trucs en ligne et tout. Donc, le temps que Oui, vous bien sûr. allez, voilà, le temps que vous allez mettre sur ça, vous aurez déjà peut-être shippé un nouveau produit qui peut déjà commencer à vous faire entrer l'argent, En quoi. effet. En effet. Bon, je voulais juste mettre le doigt dessus parce qu'il y a des boîtes, hein, qu'on se le dise, qui catégoriquement ils ne veulent pas qu'il y ait des logiciels propriétaires, donc ils font tout. Mais bon, ça, ils savent ce qu'ils font, n'est-ce pas? Oui, Alors, merci d'avoir répondu à mes questions. Je pense qu'il y a Juste qui juste, a levé la main. Juste, oui. tu as la parole. Juste, ton micro est coupé. Ok. Allô? Je ne Juste, pas, on hein? ne te reçoit pas. Vous ne recevez pas? Non, C'est on ne te reçoit pas. très faiblement. Change de micro rapidement. Ok. Donc, le chat, vous n'avez vraiment pas de questions, hein, parce que si c'est pas, c'est vrai, les dans le groupe, donc, vous pouvez venir drop des questions comme ça. C'est l'occasion aussi de poser des questions en même temps. Juste, Allô, c'est là, vous bon? m'entendez? Oui, c'est bon. Oh, c'est Ok, bon. d'accord. Bon, d'abord, merci si c'est pour la présentation. C'était très enrichissante. Bon, moi, ma préoccupation, c'est de savoir quelle est la complexité de configurer Metabase. Je m'explique. Tout à l'heure, dans l'exemple que tu as présenté à son propos, tu disais que tu pourrais savoir, par exemple, combien d'utilisateurs se sont inscrits, combien d'utilisateurs se sont inscrits et ont acheté une carte, Oui, et combien se sont inscrits, ont acheté une carte et ont effectué des dépenses. oui. Donc, si par exemple, tu veux avoir ces trois informations-là, est-ce Oui. que chaque information que tu veux avoir va te demander une configuration ou est-ce que Metabase, lui derrière, il arrive à comprendre comment je sais pas, comment ta donnée est structurée et en fonction te donne des informations qui, selon lui, seront utiles. OK. En fait, ça fonctionne. Comme j'ai dit, il y a des gens qui sont en marketing ou bien au service client qui peuvent set up en fait Metabase pour vous. Donc, si les devs arrivent juste à faire l'installation, le déploiement et la personne a l'interface, il a sa connexion en fait. Donc, avec aussi un Metabase installé et tout, vous pouvez ajouter plusieurs produits. Si vous avez plusieurs, vous pouvez les mettre, catégoriser et tout. Donc, ce qui est fait en fait, si après vous pouvez regarder la démo qui est là, ce qui est fait par exemple, je vais dire, c'est du code qui est traduit en fait en test. Donc, le gars qui est au niveau du marketing ou bien au service client, il ne sait pas coder. Donc, peut-être c'est assez simple la manière dont je l'ai dit, mais dans la pratique, en fait, c'est comme on faisait, je crois, c'est probabilité ou bien quoi en mathématiques et tout. Tu veux ça, genre, tu sélectionnes en fait quoi. Par exemple, tu peux voir, tu as des tables que tu as créées. Bon, je ne sais pas si c'est le thème hein, pour les backends. Tu as des tables, tu vas avoir user, tu vas avoir wallet, tu vas avoir des bails comme ça. Donc, tu viens par exemple, tu veux faire
une question, tu veux poser une question, une condition en fait. Tu fais combien de users? Tu sélectionnes la table user. On dit une fois acheté une carte, tu as déjà la table 4. Donc, c'est juste des ajustements. Ça me fait un peu la peine que j'ai pas un compte sur Metabase personnel qu'on allait pouvoir en fait voir. Sinon, je pense que dans la vidéo là, voilà. Dans le setup, tu peux choisir la base de données que tu utilises. Si tu veux, tu peux setup ça après. Voilà. Donc, en fait, tu as ça. Je pense qu'ils ont déjà ajouté leur base de données. Donc, il y a ça. Et lui, il a la liste. Tu as vu les colonnes là, l'ID, user ID, product. Tu as ces informations. Donc, s'il veut faire une requête tout à l'heure là, c'est ça, c'est sur ça. Voilà. Par exemple, regarde un peu, elle sélectionne, elle vient sur Total, distribution. Donc, c'est les actions quoi, somme et supérieure ou bien intervalle, des bails comme ça qui vont utiliser beaucoup. Tu vois, la question. Tu as vu comment elle a nommé la question order, sum of total group creating at month. Donc, elle veut sûrement la somme totale des ordres, c'est les commandes qui ont été faites dans ce mois. Donc, elle met ça comme ça. Si elle veut, elle met une description. Tu vois, order value, overtime. Tu vois, simple. C'est comme ça, en fait, il crée les questions, en fait. Et quand tu finis, tu vas, si c'est en graphe, tu as tes graphes. Si c'est en données brutes, tu as les données brutes. Tu as vu, par exemple, là, elle a juste dans new question. Voilà. Si tu veux aussi, si tu es dev et c'est toi qui dois setup ça, tu as les SQL query que tu peux directement écrire du code SQL et faire tes questions. Je pense que sûrement, je n'ai pas encore vérifié, mais sûrement, comme il y a l'IA maintenant, ils auront peut-être ajouté l'IA. Et tu peux dire à l'IA ce que tu veux, il va t'aider à poser la question pour avoir la donnée que tu veux. Donc, on voit directement, voilà, peut-être elle a choisi quoi? Question. Voilà. Tu vois, tu choisis le produit, voilà. Tu as vu l'étape dont j'ai parlé, non? Voilà. C'est vraiment du clic, quoi. Clic, clic, clic. Tu vois, la quantité, elle veut savoir ça, égale, between, less than, tout ça. Tu vois, elle a mis 100. Voilà, exactement comme Excel fonctionne. Donc, tu as les contrôles, average of number of cumulative sum, standard, tout ça, en fait, tu as toutes ces informations qui vont t'aider, en fait. Donc, Ok. c'est pas du tout compliqué. Et c'est toi qui dis, en fait, comment tu veux que la donnée soit. Est-ce que c'est un graphe? Est-ce que, tu vois, order by state. Elle va avoir les commandes par pays. Je vois, je vois. Je comprends. Donc, en gros, pour avoir, disons, ces métriques-là, c'est toi qui fais les setups. Oui, oui, c'est toi qui fais le setup. Le setup, c'est toi qui fais. Parce que lui ne sait pas ce dont toi tu as besoin. Je me disais que peut-être il y a une IA derrière qui essaye de te faire des propositions. Ah non, pas pour le moment. Ok, ok. Peut-être qu'il va Ça, ajouter. ça, ouais, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Ok. Merci beaucoup pour la réponse, si c'est. Oui, je t'en prie. Ah, Khaled, tu veux ajouter l'IA dans quoi? Ouais, on va pas mettre l'IA dedans. On ne met pas l'IA là où il y a l'argent. Et autre question, s'il vous plaît. Non, bon, je ne pense pas qu'il y ait des questions, hein. Auquel cas, euh, on vous demande de ne pas hésiter à venir poser des questions dans la communauté. Donc, voilà, on va clôturer la séance. On a pris, disons, 1 heure et quelques minutes. Mais Ouais. c'était aussi intéressant, on a appris. Donc, on a envoyé le lien des différentes solutions dans le chat ici. On a envoyé dans le groupe de GSBNet pour qu'on ait la trace.
Sinon, voilà un peu, merci beaucoup. C'était, je rappelle encore pour ceux qui sont venus en retard, c'était un talk sur les outils d'analytique web, certains qui sont propriétaires, d'autres qui sont open source, afin de faire du Know Your Customer, afin de cibler, de changer, en fait, d'adapter votre solution au comportement de vos utilisateurs. Certains sont gratuits, certains sont gratuits, certains sont open source, certains ont des plans payants ou des périodes d'essai. Donc, à vous d'essayer. Peut-être toutes les boîtes n'ont pas besoin de ça, mais à un moment donné, vous devrez vraiment investir dans ce genre de choses. Alors, Taïwo, est-ce que tu as un mot de fin pour nos chatteurs, nos gens? Est-ce que tu as un mot? Ouais, bon. Sinon, on va se suicider. Oui. Merci aux organisateurs, hein. Maintenant, pour ceux qui sont là, j'espère qu'on aura les retours d'expérience avec les différents outils dans le groupe. Si vous arrivez à quand même tester n'importe quel outil parmi ceux qu'on a cités, Khaled a dit qu'il va laisser les liens dans le groupe aussi. Si vous avez des soucis dans l'intégration et tout, vous pouvez venir directement dans le groupe et l'exposer pour que si quelqu'un d'autre rencontre cette difficulté, il puisse savoir en fait comment s'y prendre. C'est un peu ça. Donc moi, je vais essayer de tester aussi post-hog et vous faire un retour sur ça si j'arrive à finir le test. Ok, Merci. super, merci. Alors, on se dit à une prochaine fois pour un autre talk. Merci Oui. de vous être rendu disponible. Ciao. Merci à tous. Oui.